Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sympathique tier list. Voilà, on a fait ça pour le foot, Ligue 1, Ligue 2, on va maintenant s'occuper du top 14 vu que la saison vient de se terminer vendredi dernier. On est quasiment une semaine après la finale de top 14 remportée par le Stade Toulousain, donc on est parti pour une petite tier list. Club par club, on va faire le bilan de chaque club de top 14, donc prenez un truc à boire, prenez un truc à manger, prenez un truc à grignoter, ça va être un peu long. Comme on a fait pour la Ligue 1 et la Ligue 2, ça vous a beaucoup plu, donc on part sur ça pour le rugby. On a eu des bons retours sur le rugby, notamment grâce à nos deux loustiques. Très pertinent. Brian et Thomas, comment ils vont les deux là? Brian est au café là, ça y est. Ah oui, alors, c'est un peu tôt là quand même. Ben, ils vont après cette belle saison terminée en apothéose. Ah non, attends, on a eu la chance d'assister à un moment historique nous sur la place des Quinconces à On était à Bordeaux. la fan zone à Bordeaux pour la finale. Je peux te dire que l'ambiance était Ouais, délétère. on s'en souviendra. Hein. Thomas, comment il va? Bah, il va. Là, on a les tests de la tournée d'été qui vont commencer, donc ça va être sympa. En fait, on a l'impression de décrocher avec le rugby à la fin de tous les championnats, et en fait, on n'en a jamais fini, donc c'est bien. En plus, c'est un mois de sport en plein Tour de France, les JO qui arrivent, c'est sympa quand même. Bah, il est modeste, il a pas dit qu'il a interviewé Dan Carter il y a ne serait-ce qu'une semaine, donc c'est pas mal. Bon, je vous invite à aller lire. Tu mettras Bah, le lien dans la il description. n'y a pas de souci, avec plaisir, je mettrai le lien si j'y pense. J'y pense. Oui, je pardon pas plus de temps parce que ça risque d'être long. Voici la tier list. Voici donc les catégories, les 14 clubs de top 14. Voilà. Donc comme ça, ils sont tous là. On va les faire un par un. Saison exemplaire au-dessus des attentes. Saison à sa place. Saison décevante. Saison catastrophique. Je pense que les catégories parlent d'elles-mêmes. Donc la saison exemplaire, je sais pas si on gardera un seul club pour la fin ou si on s'autorise à en mettre plusieurs. On verra ça. Au-dessus des attentes, bon, bah, c'est évidemment. On s'attendait pas à cette saison-là, mais en positif. À sa place, bon, ben voilà. Il y avait des. Le club est allé là où on l'attendait en début de saison. Décevante, bon, ben, c'est au-dessus des attentes, mais en moins bien. Et catastrophique, bah, globalement, c'est Montpellier. Voilà, pour les catégories, comme ça, c'est expliqué rapidement. On va pouvoir y aller tout de suite, je vous propose, à part si vous avez quelque chose à rajouter, messieurs. Mais si globalement, votre ressenti sur cette saison de Non. top 14, maintenant que c'est terminé. Un petit mot rapide et après on y va sur les clubs. Ben, comme Ouais, chaque t'emmerdes année, ma une, question. une saison. Ouais, m'emmerde un peu. Non, non, c'est une belle saison, mais un peu déçu. Enfin, un peu déçu parce qu'il y a plein de clubs qui auraient pu faire mieux, qui auraient pu aller plus loin. Donc, on a l'impression que, voilà, qu'il y en a encore sous le capot chez certains clubs, mais bon, c'est prometteur pour la saison prochaine au moins. Eh bien écoutez, on est parti tout de suite. Premier club, Oyonnax. Oyonnax, le promu qui arrive donc de Pro D2, qui va redescendre malheureusement, qui est terminé en lanterne rouge. On avait, Thomas, de belles attentes envers Oyonnax quand on regardait les premières journées, en tout cas. Il y a quand même... voilà, je crois qu'il gagne contre Clermont en ouverture, il tape La Rochelle sur la 5ème journée, j'ai regardé, je crois. Bon, et ils ont vite explosé en vol, hein. Finalement la saison était peut-être un peu longue. Bah ouais, en fait, moi je dirais à sa place parce que bah, en fait, moi, concrètement, je vais être très honnête, hein, je leur promettais l'enfer. Je leur promettais vraiment presque 40 points à tous les matchs. Je me disais, mais comment cette équipe-là, avec ce recrutement-là, et en ayant perdu aussi quasiment son meilleur joueur avec Thomas Laclaya, euh, pouvait réussir à se maintenir. Et en fait, c'est une équipe qui m'a quand même surpris parce qu'elle a tout le temps fait du jeu. Elle a été plutôt séduisante, même quand elle en a pris pas mal, elle jouait. C'est une équipe qui a pris des risques, qui a parfois joué sans complexe, elle a accroché de belles équipes. Mais oui, après, sur la seconde partie de saison, on avait alerté, on s'était dit oui, mais le manque de profondeur d'effectif pouvait faire mal. Et finalement, la seconde partie de saison a été compliquée et ils ont craqué. C'est pour ça que moi, je les mets à leur place, parce que je ne les voyais pas faire mieux. Oui, bah ça c'est logique avec le peu de moyens qu'avait l'effectif. Baran, d'accord avec ça pour Oyonnax? Oui, oui, oui. On les attendait pas dans le top 6 non plus. Voilà, ça reste le petit poussé du top 14, donc forcément, c'est à sa place. Ils ont surpris, ils ont su surprendre. Après, voilà, c'est toujours difficile quand on vient de la Pro D2 et qu'on monte, qu'on descend, qu'on monte, qu'on descend. C'est toujours un peu cet effet yo-yo. Mais ouais, ouais, à sa place, c'est sa place. Eh bien ça passe, ça place. Alors je vous montre juste avant, comme ça, parce que j'ai prévu des petites choses. J'ai prévu le classement de top 14, hop là, qui est juste là si on a besoin de le consulter. J'ai même le classement britannique, voilà, qui finalement est quasiment le même à quelques places près, mais globalement le même classement quasiment que le classement classique et le classement britannique de Street, avec du coup un Clermont qui aurait été dans le top 6. Voilà.
Je vous laisserai expliquer. Et merci à All Rugby aussi, à la personne qui tient ce site, parce qu'il est vraiment très très bien, très très fourni, très précis, et bon, la personne qui fait ça, vraiment un gros boulot. Ben, exactement. Et moi qui suis un très grand amateur de statistiques, peu importe le sport, j'avoue que ce genre de site ça régale. J'ai le calendrier aussi. S'il faut qu'on reconsulte le calendrier, c'est pour ça que je parlais de Yonat tout à l'heure, c'est que je check le calendrier, il tape Clermont première journée. J5, je crois qu'ils tapent La Rochelle, voilà, c'est ça chez eux. Bon, après quand tu prends première journée, enfin dans les 5 premières journées, ils ont pris Toulouse, ils ont pris le Stade Français, voilà, donc ils ont eu une première partie de championnat très très chargée. Et donc voilà, si on a des questions sur consulter le calendrier, si on se souvient plus trop de certaines choses pour ce club parce que ça remonte, et ben on pourra tout de suite consulter. Et messieurs, je propose qu'on enchaîne avec le Racing 92. Alors, je vais lancer Brian dessus parce que je sais que Thomas, il nous a fait ce qu'il fallait lors des barrages quand on a parlé du Racing, mais on pourra en reparler. Brian, le Racing a fini dans le top 6 sans être flamboyant, avec quelques trous d'air. Comment tu juges cette saison du Racing? Qui quand même a mis des moyens, qui a pris un Colisi, qui a... Voilà, il y avait des choses quand même. Bon, on commence par où? Oui, enfin pour moi c'est décevant. Ça c'est exactement la place que mérite le Racing. Je trouve que même ils ont bien terminé la saison en terminant dans le top 6. On va pas se mentir que je sais pas vraiment si c'était leur place, sans être méchant en plus, parce qu'il y a énormément de potentiel dans cette équipe. Il y a des joueurs de classe mondiale à tous les postes quasiment. Donc c'est pour ça que c'est surprenant qu'elle que ce soit aussi décevant cette saison. Je veux dire, le jeu n'est pas non plus flamboyant. C'est loin d'être efficace devant, c'est loin d'être efficace derrière. Voilà, c'est un Racing qui, j'ai l'impression qu'il commence à s'habituer à perdre en barrage. Et c'est dommage parce que pour moi, la place d'un club comme le Racing, c'est en demi-finale. Voilà, je pense pas qu'elle aurait pu aller plus loin normalement avec cet effectif, mais bon, quand même, elle aurait pu finir en demi-finale. Là, elle peut que faire mieux la saison prochaine, mais j'ai peur qu'elle fasse la même chose. Voilà, comme elle fait depuis quelques saisons maintenant. Et c'est dommage quand on voit les Colissi, quand on voit les. Enfin, bon, bref, moi j'adore ce joueur, mais voilà, c'est triste. C'est triste de voir ça. Donc décevant pour moi, c'est sa place. Je vais pas lancer Thomas sur Colisi parce qu'il nous a fait un beau tir groupé Charles du barrage quand on a fait le bilan du Racing. Je vous mettrai la vidéo quelque part en description ou quoi pour que vous ayez le voir. Mais ouais, déjà ils ont pas de stade l'année prochaine, c'est déjà emmerdant. Va falloir trouver. Ils ont joué 2 matchs à la baie des Champs, je crois, donc du côté d'Auxerre. Auxerre, hein, pas Auxerre, parce que je me suis engueulé quand on a fait la Ligue 2. Voilà, on dit Auxerre. Pour cette saison, mais globalement, Thomas, oui, t'es assez d'accord avec Brian, c'est décevant cette saison du Racing. Ouais, c'est décevant et en fait, quand on analyse l'effectif, on se dit que le Racing est presque à sa place. Parce que oui, il y a des ficous, oui, oui, il y a des joueurs comme Colissi, comme Tuisova, mais c'est une équipe qui n'a presque jamais été au complet en fait. Il manquait toujours des joueurs. Tu t'es retrouvé à mettre Max Spring, qui est un arrière, au poste de numéro 9. Tu t'es retrouvé à mettre Clovis Lebaille, qui a été tout le temps décevant. Tu as tenté des choses. Franchement, ouais, mais je vais rester quand même sur décevant parce que, bon, ils ont très bien démarré la saison. On s'est dit, bon, ben, le Racing confirme ses ambitions. Puis ensuite, ça a été un peu comme Oyonnax, finalement, où il y a eu un manque de profondeur d'effectifs. C'est quand même bizarre de dire ça pour le Racing, mais c'est la réalité. Et c'est une équipe qui, ben voilà, était sur courant alternatif. Une fois, on avait l'impression qu'on avait retrouvé le Racing, ça jouait de partout, ça marquait de beaux essais. Puis, de l'autre côté, une équipe qui ne fait rien. En plus, qui est assez dépendante de Nolan Le Garec. Donc, ouais, équipe décevante et. Ouais, équipe décevante. Et t'attends quoi de l'année prochaine? Je voulais dire un truc, mais. Ah. Ah oui, oui, si, je mets en plus décevant parce que c'est un peu un carton rouge aux dirigeants du Racing dans la gestion du cas Rouanimov. Franchement, ça a été scandaleux. Ne pas le faire rentrer pour quelques minutes, ne pas lui faire les adieux qu'il méritait. Rien que pour ça, je pense que je les mettrais dans la catégorie décevante. Voilà, le petit tir qu'il fallait comme il faut. Qu'est-ce qu'on attend du Racing l'an prochain, quand même? Parce que on s'attend peut-être à la même chose ou est-ce qu'on s'attend quand même à du mieux? Je sais pas. À faire mieux, oui. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que faire mieux. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. C'est une équipe qui doit viser le titre. Voilà. Mais ouais. En fait, je sais pas trop comment.
comment analyser cette équipe l'an prochain. Et bien on verra bien ce qu'ils font, notamment on va les mettre dans Desvente et on verra ça quand on fera les pronos de la saison prochaine, juste avant le début du championnat. On fera nos petits pronos pour ensuite rebondir sur cette tier list. Messieurs, l'Aviron Bayonnais. L'Aviron Bayonnais, je vous montre le classement de suite du top 14. L'Aviron Bayonnais a fini aux portes des barrages, mais pas des bons. 12e donc de top 14. Longtemps invaincu à domicile. Et puis Bayonne a un peu traversé cette saison. J'ai pas envie de dire de manière fantomatique, mais bon, on va pas beaucoup parler de Bayonne. Surtout sur cette fin de saison où bon, ils étaient un peu dans le dur. Ouais, oui, encore une fois, c'est dommage, ce genre d'équipe qui toujours. On a envie de la petite surprise avec Bayonne lorsqu'ils avaient monté en top 14 depuis la Pro D2, ils avaient créé un petit peu la surprise en se rapprochant des places qualificatives, ils étaient tout proches et tout. Là, Bayonne est à sa place. Mais c'est décevant. C'est pour ça, t'as pas une catégorie entre les deux, s'il te plaît Ouais, je vois. Bah, le problème, c'est que si on commence à créer des catégories de chaque club, on est dans la merde. Ouais, non. Moi, je les mettrais à sa place, mais tu sens que c'est quand même une équipe qui a, il y a quand même du potentiel. Mais le seul problème, c'est que c'est une équipe qui fait peur juste à domicile. Ils sont très difficilement jouables à domicile. Ils jouent un jeu qui est séduisant à Jean Daugé, mais dès que ça sort de ce stade à la maison, ouais, mais regarde le classement à domicile. Ça... Bayonne est 11e top 14 si tu prends que les matchs à domicile cette saison. Ouais, mais quand tu vas jouer à Bayonne, souvent tu te dis je peux être invaincu de toute la saison et je peux tomber à Bayonne. C'est un peu ce qui reste de saison en saison du côté de Bayonne, mais encore une fois, tu as l'impression qu'ils vont faire 2-3 matchs, 2-3 belles performances et que le match d'après, ils peuvent tomber face à une petite équipe entre guillemets, une équipe à leur portée plutôt, et tout faire capoter. Donc c'est un peu ce qui est frustrant avec cette équipe, c'est qu'il y a du potentiel partout, mais ça n'arrive pas à concrétiser. Alors après, pour moi, il ne faut pas du tout qu'ils redescendent dans Pro D2. Hein. La zone rouge, c'est pas du tout leur place. Mais voilà, le ventre mou du top 14, pour moi, c'est là où se situe Bayonne en ce moment. Donc à sa place. Allez, pourquoi pas 9e, ils auraient peut-être mérité 8, 9e. Les pauvres, on va dire. Les 10e, c'est sa place. Est-ce qu'on fait trop avec la série à domicile de Bayonne, Thomas? Ou est-ce que c'est... Déjà, c'est le ventre mou. Enfin, c'est quand même le ventre très mou, là. C'est quand même 12e à une place des barrages. Donc, bon, il y a quand même... Je crois qu'il y a quoi? Il y a 7 ou 8 points d'écart avec Montpellier. Bon, ça fait un petit matelas, mais enfin, c'était chaud. Après, est-ce qu'on en fait trop avec la série à domicile? Je sais pas, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de gagner presque tous ces matchs à domicile. Alors, il y a eu cette délocalisation que je compte comme un match à domicile. Hein. C'est comme si c'était un match à Jean Daugé, sincèrement. Il y a eu cette grosse claque aussi lors du dernier match face à Bordeaux. Tu peux pas, c'est pareil, tu peux pas espérer passer un cap et dans n'importe quel championnat si tu ne gagnes tes matchs qu'à domicile. C'est pas possible. Tu es obligé d'aller chercher des matchs à l'extérieur, des victoires, des points, des nuls, des points de bonus défensifs. Et Bayonne a été trop peu capable de faire ça. Donc c'est pour ça, moi, j'hésite un peu entre décevante et à sa place. Je vais rester sur à sa place. Mais c'est dommage parce que c'est une équipe qui s'appuie sur pas mal de jeunes. Il y a des Spring, des Marteau, Carbine Artegaray, des joueurs très intéressants. Mais c'est une équipe qui a du mal à enchaîner. C'est-à-dire que tu gagnes un match à domicile face à un gros. Derrière, tu te déplaces, boum, défaite. C'est un peu trop prévisible. Et il va falloir changer ça. Surtout qu'en plus, il y a des joueurs qui ont fini vraiment sur les rotules en fin de saison. Je pense à Lopez, à Machno. Ça a été un peu compliqué et je crois que ça a manqué un peu de fraîcheur physique. Et là aussi, peut-être un peu de profondeur d'effectif. Donc, je vais rester sur à sa place. Mais à sa place, ouais, voilà, c'est ça. Une analyse sur les matchs à l'extérieur qu'on pourra peut-être calquer sur le Loup, parce que bon, un point à l'extérieur cette saison pour le Loup, ça fait pas beaucoup. Mais on en reparlera dans la suite de la tier list. Bayonne, donc il va dans la catégorie à sa place, mais à sa place un peu bas. Et qui finit en soi, qui profite de la mauvaise saison de Montpellier, hein, concrètement, parce que sinon, c'est pour eux. Hein. Il fallait peut-être pas un ou deux matchs de plus. Ouais, donc on verra sur la suite l'an prochain, on va voir comment ils enchaînent. Et en parlant d'enchaîner, on va parler de Castres, le Castres Olympique qui a fini finalement à la porte des barrages, pas si loin que ça. Saison
assez sportif du côté de Castres, parce qu'en fait, le championnat est tellement serré que tu perds un match, tu perds 4 places, si tu gagnes un match, tu en prenais 4. Donc c'était assez spécial. Thomas, sur le Castres Olympique, bon, c'est un peu comme Bayonne, quoi. C'est l'équipe chiante à jouer à domicile, et puis, mais avec plus de régularité extérieure quand même. Ouais, à sa place. À sa place parce que c'est une équipe qui a très bien démarré sa saison. Il y a de la qualité vraiment à tous les postes. Voilà, il y a de super Fidjiens chez les trois quarts, un Nakaroa retrouvé. Voilà, il y a une équipe vraiment joueuse. C'est plus le Castres d'il y a quelques saisons où on avait presque envie de se dire qu'on s'emmerdait. Donc là, c'est une jolie équipe vraiment qui a très bien démarré, qui ensuite a connu vraiment un gros creux et qui s'est même fait peur hein, à un moment donné de la saison, qui trustait les dernières places. Et finalement, il meurt à une place des barrages d'une qualif. Donc c'est quand même pas trop mal, surtout que c'est une équipe qui, pour moi, avait pas réussi son recrutement. Enfin, on l'a vu, hein, qui n'a pas réussi son recrutement. Et donc oui, je dirais que Castres est à sa place. Brian, d'accord avec ça? Castres à sa place aussi, ou tu les trouves un peu décevants ou un peu au-dessus d'attente, je sais pas. Non, je vais pas dire grand-chose de plus que ce qu'a dit Thomas, parce que oui, c'est à sa place. C'est à sa place plus même, parce que bon, dans le sens où finalement c'est pas trop mal au vu de la saison, et c'est pas trop mal, et pourquoi pas, ils auraient pu espérer accrocher le top 6. Alors la 6e place, peut-être, et perdre un barrage, pas, je les voyais pas plus haut, mais c'est une équipe où il y a quand même du potentiel, et tu te dis sur les prochaines saisons, on n'a pas l'habitude, enfin, on n'a plus trop l'habitude de compter sur eux pour les 6 premières places. Mais pourquoi pas en fait? Parce que voilà, ça joue bien, c'est solide, mais voilà, au cours de la saison dernière, ça reste à sa place pour moi, ça c'est sûr. La question c'est, est-ce qu'en début de saison, avant le début du championnat, est-ce que tu es à Castres à la porte des barrages? Non, 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 c'est pour ça que je dis au fil de la saison, ils ont quand même bien. Enfin, moi je trouve qu'ils ont bien terminé la saison parce qu'on les attendait pas du tout là. Donc c'est à sa place parce que ça reste le Castres Olympique, et que bon, c'est pas une équipe qui est censée être dans la zone rouge. Mais bon, en début de saison, on pouvait très bien se dire qu'ils terminaient à la même place que Bayonne, quoi. Ça aurait pas non plus surpris. Donc là, je trouve qu'ils ont quand même bien terminé, et ça promet pour la saison prochaine. Pourquoi pas espérer mieux? Une place de barrage, de barragiste, c'est pas fou, quoi. Thomas, tu vois Castres dans les 6 l'an prochain? Non. Voilà. Ça, au moins, Mais Ah bon, bah oui. après, c'est toujours pareil, on est mauvais en pronostic. Donc, c'est vrai qu'on est pas bon. Et puis même, c'est toujours très serré. Quand on regarde de la première à la 9e place, tu te dis, mais punaise, tout le monde aurait pu se qualifier, quoi. Donc c'est toujours très compliqué. Oui, surtout dans un championnat aussi serré qu'il l'a été cette saison. Enchaînons, messieurs. Donc Castres à sa place. Je les mets devant Bayonne. Voilà. C'est Bayonne, c'est la dernière de sa catégorie. Stade Français, messieurs. Le premier, je crois que c'est le premier club du top 6 qu'on aborde avec le Racing. Donc c'est le deuxième. Voilà, donc je dis de la merde. Le Stade Français, messieurs, sorti en demi-finale par l'UBB, qui a trusté les premières places du championnat, qui était typiquement l'équipe un peu efficace, un peu chiante parfois, mais très très solide, très longtemps meilleure défense du championnat. Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de ce Stade Français? Est-ce que tu les attendais à cette place-là, qui ont trusté la place de leader, qui a fini deuxième de saison régulière et qui va jusqu'en demi-finale, malgré cette demi-finale un peu ratée, qui leur coûte peut-être une place en finale qui aurait été méritée au vu de l'ensemble de la saison? Bah, moi, je dirais au-dessus des attentes. Ils sont arrivés avec un nouveau staff, avec une équipe qui, en fait, n'a pas beaucoup de grosses individualités. On n'est pas comme sur le Racing, par exemple, ou comme Lyon, on y viendra un peu, mais c'est une équipe qui a un énorme collectif. C'est surtout ça. Et je trouve que le staff a créé quelque chose en peu de temps qui a vraiment été efficace, oui, parce que pendant longtemps, ils sont premiers. Ils échouent de peu à accrocher une finale. Franchement, je pense que personne ne les attendait à cette place, au-dessus des attentes. Après, voilà, c'est une équipe qui n'a pas fait le jeu le plus flamboyant de la saison. Voilà, c'est souvent fait chier, mais c'est une équipe qui était extrêmement efficace. Moi, je me souviens de matchs où ils étaient vraiment très très mal embarqués, où ils étaient menés de plus de 20 points
à la mi-temps, et c'est une équipe qui arrivait toujours, sans paniquer, à renverser son adversaire. Donc voilà, il y a eu un état d'esprit, il y a eu des joueurs qui se sont révélés, il y a des joueurs qui ont engrangé aussi de l'expérience. Franchement, c'est une équipe qui a réalisé une saison bien au-dessus des attentes. D'accord avec ça, Brian? Sur les joueurs qui se sont révélés cette saison au-dessus des attentes du Stade français? Oui, oui, oui. Et puis, j'irais même un petit peu plus loin. Si elle était parvenue à se qualifier en demi-finale en ayant passé quasiment la totalité de la saison à la première place du classement, dommage, ils se sont fait chipper à la fin, on aurait peut-être pu la mettre dans saison exemplaire. Alors, dans le sens où, Ah oui. attention, je parle de résultats, je ne parle pas de jeu. Je ne suis pas fan du tout du jeu proposé par le Stade français, mais il faut reconnaître qu'ils ont été sacrément efficaces toute la saison et qu'ils auraient mérité d'aller plus loin. Et je pense que personne ne les attendait aussi haut du classement, personne ne les attendait avec un jeu aussi costaud. Donc au-dessus des attentes, c'est sûr. Ça reste quand même une équipe qui aurait mérité d'aller jouer la finale face au Stade Toulousain. De toute façon, peut-être qu'ils auraient fait mieux que l'UBB, et ça, j'en doute pas. Parlant du UBB, ils sont en dernier. J'ai fait exprès de les foutre en dernier, comme ça on pourra parler un peu de la finale aussi. Thomas, du coup, on va les attendre dans l'an prochain, le Stade français. Parce que l'effectif va bouger ou. Ouais, c'est une équipe qui va se renforcer, qui s'est renforcée à des postes où il y avait des besoins. C'est une équipe en plus qui a ajouté des joueurs plutôt intéressants, hein, des joueurs comme Ezeala, des Costa Storti, Carbonel, des joueurs portés vers l'offensive. Et en fait, j'ai envie de voir comment le Stade français va intégrer ces joueurs-là qui ont justement un profil vraiment tourné vers l'attaque, alors que cette saison, c'est une équipe qui n'a pas trop fait jouer ses ailiers, quoi. Donc ça va être vraiment très intéressant. Maintenant, attendu, bon, je ne sais pas si on attend particulièrement une équipe, si le Stade français sera plus attendu sur les terrains adverses, mais on va voir si cette équipe-là est capable de confirmer ce qu'elle a pu faire cette saison. Et on verra ça pour la saison prochaine pour le Stade français. Première équipe au-dessus des attentes de notre tier list. On profite. On n'est pas à la moitié, mais presque. Vous pouvez vous abonner, liker si vous aimez ça. Et nous donner votre avis, évidemment, en commentaire. Voilà, si on a critiqué votre club de manière positive ou négative, évidemment. Dans le respect des choses, mais ça, on n'a jamais eu de problème sur ça, sur les commentaires. Messieurs, l'USAP qui a la deuxième partie de saison de l'USAP, hein, messieurs, dames, c'était quelque chose quand même qui était au fond du trou. Enfin, au fond du trou, je suis pas vraiment au fond, mais qui était pas hyper bien placé en fin de première partie de saison. Qui est revenu, qui a presque clos au barrage, j'ai envie de dire à un moment donné, parce que le championnat était hyper serré, finalement, qui termine au milieu, dans le ventre mou. Baran, c'est là où t'attendais l'USAP, peut-être, dans ce ventre mou là de top 14. Voilà, ils se maintiennent, ils font le boulot, et puis voilà. C'est une belle ambiance en plus. Oui, pour moi, je les mettrais à sa place. N'empêche qu'ils ont montré quand même une force de caractère et une envie de jouer qui est assez impressionnante, je trouve. Mais le problème de l'USAP, c'est ça, c'est que sur la durée, le championnat de top 14 est très long, et sur la durée, chaque année, c'est un petit peu compliqué. Alors, c'est toujours une équipe difficile à jouer parce que il y a des joueurs assez exceptionnels, ça va vite derrière, assez capable de renverser un match face aux plus grosses équipes, et ça, c'est leur plus gros atout. Mais on est quand même entre... ils n'ont pas fait une saison qui mérite de jouer les barrages pour la relégation. C'est pas non plus une saison qui mérite de jouer les barrages en phase finale. Donc au final, oui, ils sont à leur place. Après, est-ce que ça aurait pu être mieux? Je ne suis pas sûr non plus. Voilà. C'est toujours l'USAP, c'est ça. C'est des hauts et des bas. Et malheureusement, quand ils ont des hauts, c'est très très fort. C'est très très difficile à jouer. Et le problème, c'est qu'ils enchaînent toujours avec des bas qui leur cassent la dynamique. Donc c'est un peu le dommage. Mais bon, voilà. Moi, je laisse à sa place. Oui, des bas très bas et des hauts très hauts. Voilà, pour l'USAP, manque de régularité. Thomas, tu es d'accord avec ça pour Perpignan qui a quand même fait une deuxième belle partie de saison. Ouais, mais je vais être joueur et je vais dire au-dessus des attentes. Hein. Franchement, qui les attendait à cette place à si peu de points d'un barrage? Tu les attendais barragistes, mais pour la 3D2, quoi, limite. Franchement, oui, tout le monde les voyait en bas à lutter pour le maintien. Et franchement,
au départ, tu te disais, bon, voilà, quand est-ce que ça va s'arrêter? Tu voyais cette équipe-là, dans le ventre mou, pas loin des premières places. Plus la saison avançait, plus tu te disais, mais à quel moment ils vont craquer? Et en fait, à un moment de la saison, on s'est rendu compte que cette équipe-là ne jouait plus du tout le maintien et jouait les 6 premières places. Et honnêtement, je vais pas mentir, hein, si on enlève Toulouse, c'est l'équipe qui m'a fait. Il faut que je reste poli quand même, mais c'est l'équipe qui m'a le plus plu cette saison en termes de jeu. Franchement, c'était rugby champagne à tous les matchs. Ça envoyait. C'était incroyable. Moi, franchement, j'ai été vraiment très surpris par cette équipe parce que ça faisait tourner. Tu te rendais compte qu'il y avait un énorme banc pour une équipe qui était censée lutter pour le maintien. Franchement, bah, chapeau. Franck Azema est arrivé. C'est presque un magicien. Tu as intégré aussi quelques petits jeunes à la rotation. Devant, c'était extrêmement solide. Tu as des joueurs comme Van Tonder, Sobela, bien sûr Tuilagi, franchement, qui pourrait jouer dans n'importe quelle équipe du top 6. Non, franchement, moi, cette équipe-là, elle est au-dessus des attentes parce que, en fait, cette place de 10e, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Mais tu te rends compte qu'ils sont à 4 points du Racing, qui est très peu. Et moi, je les attendais pas déjà à cette place-là, aussi proche d'un barrage d'un barrage qualificatif pour les 6 premières places. Et je les attendais pas non plus à ce niveau-là, avec un tel jeu séduisant et offensif. Donc voilà, après, je peux comprendre que Perpignan est à sa place si on ne prend que la 10e place, Oui. mais j'apporterai peut-être un peu de nuance. Bah, quand tu regardes, c'est la deuxième équipe qui marque le plus de points derrière Castres sur les équipes qui sont pas en barrage. Ça montre un peu de beau jeu offensif. Brian, t'es d'accord pour rehausser Perpignan? Ouais, mais en fait, ce qui est trompeur, c'est qu'ils sont à la 10e place du championnat. Donc, pour moi, tu regardes le 10e sur 14. Pour moi, c'est à sa place, Perpignan. Par contre, 10e à 4 points, et là, je rejoins Thomas, à 4 points du 6e, donc de la zone de phase finale. Forcément, là, vu comme ça, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel pour Perpignan. Mais c'est un peu sévère de les mettre à la 10e place, en fait, qui terminent à la 10e place alors ils sont tout près de se qualifier en barrage. Donc c'est pour ça que je mets à sa place par rapport au classement final. Malheureusement, on retiendra qu'ils ont terminé à la 10e place. Mais effectivement, oui, en termes de jeu proposé, oui, on ne s'attendait pas du tout à un Perpignan comme ça. Donc si tu veux le rehausser un peu, moi, pas du tout comme Bon, ça. ça me fait plaisir parce que je sens qu'il y aura 20 000 clubs à sa place, donc je préfère le rehausser. Ouais. Ça me fait plaisir. Et puis le mettre à côté du Stade Français, quand même sympa. Voilà. Et puis belle ambiance à Perpignan, donc il gagne des points. Un club qui sera peut-être pas à sa place, par contre, le Loup, messieurs, le Loup qui... alors là, la saison elle était longue hein, pour le Loup, je l'ai dit, un point glané à l'extérieur hein, notamment. Voilà, des énormes soucis hors de ses bases. Je vais faire commencer qui dessus? Je vais faire commencer Brian sur le Loup. Qu'est-ce que t'attends qu'est-ce que tu penses de cette saison du Loup rugby qui a été longue hein. Je sais pas d'autre mot que long. Ouais, qu'est-ce que je pense? Pas ouf. Qu'est-ce que j'attends? Beaucoup mieux. C'est décevant comme saison parce que là, pour le coup, c'est une équipe qu'on attendait dans le top 6, surtout avec les joueurs qu'ils ont. Donc, voilà, j'ai plus son classement exact. Tu l'as? Je te l'affiche avec plaisir. Regarde-moi ça. Ils finissent 11e, 11e, ouais. Avec 55 points. Voilà. C'est-à-dire, ils n'avaient pas vraiment peur de la zone rouge, mais bon, mine de rien, quand tu es 11e, ils ont eu peur une bonne partie de la saison. Mais quand tu dis 55 points, 54 à domicile. Bon, après, quand tu sais que tu as Montpellier derrière, tu risques rien. Mais bon, oui, ça, c'est autre chose. Non, mais voilà, c'est une équipe, ils font partie des cadors du top 14. Donc forcément, c'est comme le Racing, on ne les attend pas là. Et encore, le Racing, on en a parlé, mais ils s'en sortent bien. Là, Lyon, voilà, ils ont subi sur beaucoup de matchs, je trouve, ils n'ont pas su mettre leur jeu en place, même s'il y a quand même des joueurs qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu, je pense notamment à Baptiste Couillou, quand même, qui fait une sacrée saison. Voilà, c'est décevant et ce qu'on attend d'une équipe comme le Loup, c'est de au moins finir à la 6e place. Je ne dis pas finir première du championnat, mais au moins 6e. Voilà, ce serait leur place. S'ils avaient terminé 6e, j'aurais répondu à sa place. Décevant ou catastrophique? Ouf, on est presque dans le catastrophique. Hein. Vas-y. On est presque dans...
En fait, moi, je vais te dire, moi, c'est une équipe qui m'a mis la rage parce que c'est une équipe déjà qui, l'an dernier, moi, me plaisait énormément. J'avais dit de faire attention aux loups. Pour le coup, je m'étais pas trompé. C'est une équipe qui joue les phases finales. On apprend en interne que c'est le bordel avec Xavier Garbajosa. Les joueurs vont se plaindre. Enfin, ouais, c'est quand même lunaire de te dire que tu es dans un club où c'est le bordel, où humainement ça fonctionne pas du tout, mais tu arrives quand même à faire ta meilleure saison et à arriver en phase finale. Voilà. Et puis, la saison suivante, donc tu recrutes un staff, tu as l'impression que tu bricoles un peu, tu sais pas trop où tu vas. Tu perds Tuisova aussi. Je trouve ça dommage. Bon, en échange, tu as eu Radradra, mais je pense que si tu avais pu avoir les deux, ça aurait été marrant. Et moi, le Loup, punaise, quand je regarde l'effectif, mais à tous les postes, mais j'ai envie de voir ça, en fait. J'ai envie de voir ça. Il y a vraiment des joueurs hyper intéressants. Tu as des joueurs comme Guillard, des joueurs comme Théo William, Monty Ioane, on a parlé Radradra, mais il y a aussi des Maracou. Il y a évidemment l'un des meilleurs joueurs du championnat, David Nignashvili. Tu as une belle charnière avec Couillou Berdeux. Et au final, tu te fais très peur. Tu te fais très peur. Et là aussi, c'est presque trompeur de voir le Loup à 11 points de Montpellier, alors que Lyon était vraiment là aussi très mal embarqué. Donc oui, par rapport à la saison dernière, c'est une énorme régression. Dans le jeu, prendre un point à l'extérieur, c'est presque inadmissible. Enfin, franchement, ce comportement à l'extérieur, il va falloir expliquer comment une équipe qui est aussi forte à domicile peut autant se vautrer à l'extérieur. On est quand même pas loin on n'est pas passé loin de la catastrophe côté Lyon et c'est presque catastrophique. Et moi, je suis presque là-dessus, on va les mettre dans catastrophique. Alors, je trouve Brian très gentil depuis le début de cette tier list. Il manque, si je puis me permettre, t'as manqué de mordant sur le Loup. Voilà, allez, je conclurai sur ça. Et je l'ai dit dans catastrophique. Je me garde un peu pour les deux dernières équipes là que je vois, donc je sais pourquoi tu les as mis à la fin. Il nous tease comme ça. Restez du coup, ça va vous faire plaisir. Enchaînons messieurs, on est à la moitié. Ça y est, on a fait la moitié de cette tier list. Il nous reste 7 autres clubs et on va commencer par la section paloise qui a longtemps trusté les places de barrage, qui a été un peu la surprise j'ai trouvé de cette saison. Et finalement c'est un peu écroulé sur la fin. Pareil, la saison était peut-être un peu longue pour la section. Thomas, il y a eu de très belles choses montrées par Pau. Et malheureusement, bon, sur la fin, ça a tiré un peu sur la corde, quoi. Bah, à sa place. À sa place, et je pense que c'est peut-être parmi les équipes qu'on va mettre à leur place, l'équipe qui est la plus à sa place, en fait. Parce que on a bien démarré la saison, voire très bien. On s'est dit, voilà, le recrutement porte ses fruits. Le manager Sébastien Pideroni, moi, c'est une personne que j'aime beaucoup. Déjà humainement, mais c'est quelqu'un qui, j'aime pas trop cette expression parce que c'est pas très beau, mais qui pue le rugby, mais voilà, qui pue vraiment le rugby, quoi. Et finalement, oui, c'est une équipe qui a craqué sur la fin de saison parce que dès que tu avais des joueurs blessés, dès qu'il a fallu faire tourner, ça devenait un peu compliqué. Et c'est une équipe qui n'a peut-être pas 30 joueurs de très haut niveau. Par contre, c'est une équipe qui est ultra séduisante, qui a un jeu beaucoup plus régulier que Lyon, par exemple. Mais c'est une équipe qui envoie énormément de jeux. C'est très plaisant. Quand on regarde les essais inscrits par la section paloise cette saison, franchement, c'est rugby plaisir, quoi. Voilà. Et puis, c'est une équipe aussi qui a des ambitions sur le long terme grâce à Sébastien Piccheroni, qui va chercher des jeunes, qui relance des joueurs. Cette saison, on a vu Gailleton qui a encore confirmé. On a vu, bien sûr, Ati Sogbe. Devant, on a vu des joueurs comme Zeger, comme Zeger, comme Ewatt, qui ne sont pas les plus costauds, mais ce sont des joueurs extrêmement mobiles. Donc c'est une équipe qui, moi, me plaît énormément, qui est très offensive, mais qui est à sa place parce qu'elle a quand même du mal à enchaîner. Et là aussi, il y a des lacunes avec. D'accord avec ça, Brian? Même pas au-dessus des attentes? Un peu à sa place? Moi, j'aurais eu envie de les mettre au-dessus des attentes, mais ce serait un peu prétentieux quand même de dire ça. Elle reste à sa place au niveau du classement. Après, je crois qu'ils terminent à 2 points hein, du top 6. Ils ont tracté les premières places du classement en première partie de saison. On ne les attendait pas du tout en haut du classement. C'est une équipe, voilà, ils ont réussi à surprendre. Moi, j'espère que ça va faire plaisir à Robin, mais c'est une équipe que j'apprécie particulièrement. J'adore les voir jouer. C'est sincèrement de voir
comment dire, Pau, c'est pas non plus, c'est pas le Stade Toulousain, c'est pas La Rochelle, c'est pas des clubs qu'on attend en haut du classement. Donc forcément, les voir faire tomber les grosses équipes, les voir être en haut du classement, les voir accrocher le top 6 de peu comme ça, t'as envie de dire, bon, mais allez, on vous file les 2 points qui manquent et vous allez jouer les barrages et je suis sûr qu'ils auraient pu faire quelque chose en barrage. Donc j'aurais aimé les mettre au-dessus des attentes, mais voilà, il manque ces 2 petits points, donc je resterai comme Thomas à sa place, mais comme dirait Thomas, attention. Attention, saison prochaine, les prochaines saisons, parce que vraiment, il va falloir compter sur eux pour le top 6 dans les prochaines saisons, ça c'est sûr. Et parlons du coup Sam Whitelock. Voilà, retraite. Mais petite dernière chapeau. Messieurs, quand même, fin de carrière pour une icône. On touche Ouais, un géant, franchement. C'est un géant, respect. Après, il y a certaines personnes qui auraient peut-être aimé le voir traverser le terrain à chaque ballon qu'il touche, mais c'est pas du tout le style de ce joueur. Non, mais c'est toujours, voilà, c'est toujours pareil. T'as des gens qui vont dire, oh, Sam Whitelock, il a rien apporté. Franchement, je peux te dire que humainement, c'est un mec qui a énormément apporté. Par son expérience, il a apporté. Et sur le terrain, moi, je l'ai jamais vu se rater. Euh, donc, franchement, dernière pige, en plus avec l'un de ses frères. Donc, un grand respect à lui qui est venu aider la section paloise. Voilà, Brian Timo. Sympa quand même. Ouais, ouais, c'est une légende. Et puis c'est exceptionnel de l'avoir eu dans le championnat, quoi. Surtout à Pau, voilà, c'était une équipe qui avait besoin d'un leader et d'un géant comme lui, dans tous les sens du terme. Voilà, il a énormément apporté. Je pense qu'il a énormément apporté aussi à tout le championnat et pas qu'à Pau. Et ça fait toujours plaisir. Comme quand Dan Carter pardon, est arrivé au Racing, c'est pareil. C'est le genre de joueur, tu as envie de te surpasser pour eux. Et voilà, c'est des monstres du rugby, tout simplement. Surtout que, bon, même si t'amènes un peu moins sur le terrain, il t'amènera toujours en dehors. Pour le coup, je pense que dans le vestiaire, Ouais. s'il prend la parole, tu fermes ta gueule et t'écoutes, comme on dit. Et puis t'enchaînes. Allez, messieurs, le champion en titre, Stade Toulousain. Bon, ben là, je sais même pas quoi dire sur le Stade Toulousain, messieurs. Est-ce que c'est l'équipe la plus forte qu'on ait jamais vue? Ah non, mais il faut faire une vidéo entière sur ça. C'est compliqué. Pose la question, tu te démerdes. Moi, je dirais que oui, je pense qu'ils sont au summum de leur talent, de leur capacité. Je pense que, enfin, moi, c'est mon avis. Je pense qu'il n'y a jamais eu une équipe du Stade Toulousain aussi forte que celle-là, même si, attention, on s'en approchait, on s'est souvent approché de la perfection avec le Stade Toulousain. Mais pardon, je pense qu'ils sont un tout petit peu au-dessus et qu'on n'a jamais eu des joueurs aussi exceptionnels à tous les postes. Hein. On ne va pas parler que d'Antoine Dupont ou de Romain Tamac ou de Thomas Ramos, à tous les postes. Et voilà, je pense que bon, c'est forcément une saison exemplaire, comme toutes les saisons depuis quelques années maintenant. Ils ont réussi le doublé, donc tu ne peux pas les mettre ailleurs que saison exemplaire. Après, juste pour mettre un petit bémol, ils ont quand même eu un petit coup de mou sur la fin de championnat en demi-finale. Il y a quelques matchs où ils se sont fait peur. Donc voilà, c'est juste pour trouver un petit bémol à cette équipe qui frôle la perfection. Mais encore une fois, qu'est-ce que tu veux dire? Et le seul truc qui est décourageant pour les équipes adverses, c'est que chaque année, tu te dis, presque chaque année, tu dis comment ils font pour en arriver là et comment ils vont arriver à faire mieux. Chaque année, ils arrivent à faire mieux. Chaque année, ils arrivent à pousser le curseur un peu plus haut, que ce soit personnellement pour chaque joueur qu'au niveau du collectif. Donc là, on tient la perfection en France et sincèrement, j'aimerais voir une Coupe du Monde des clubs un jour. Oh non, dis pas ça, parce que moi, en fan de foot, la Coupe du Monde des clubs, ça me gonfle. Parce que je suis persuadé que. Et la pollution. Enfin, je ne vois pas vraiment quel autre club pourrait frôle la perfection à ce point. Il y en a d'autres, des clubs exceptionnels. Et sincèrement, je ne suis pas du tout supporter toulousain. Il faut avouer qu'au niveau mondial, ils sont dans le top 3 facile. Coupe du Monde des clubs, je propose de faire ça dans une terre de rugby, genre le Qatar. Je pense que ça peut être pas mal, ils ont de belles infrastructures. Ça peut être sympa. Non, mais c'est ça, belle histoire. Et en plus, prolongation de Mobaka après la finale jusqu'en 2029. Donc en plus, ça garde les joueurs. Merveilleux. On parle que de top 14, mais même quand tu les vois qui concassent un Leicester pendant toutes les prolongations en infériorité numérique, qui gagnent. Enfin, Thomas, c'est fort. Hein. C'est trop fort même. C'est trop fort, en fait, c'est exemplaire, parfois c'est au-dessus des attentes et c'est même à sa place, quoi, en fait. J'ai envie de te dire, quand tu les vois premiers champions, tu as même envie de te dire que c'est à sa place, mais tu es obligé de parler de saison exemplaire parce que moi, c'est un énorme coup de chapeau au staff. Franchement, t'imagines le casse-tête que c'est d'avoir 60 joueurs
Tu as utilisé, je crois, 58 joueurs cette saison. C'est monstrueux. Tu as 60 joueurs, mais quelle composition tu fais? Quelle composition tu fais? C'est-à-dire qu'un coup, tu mets 23 types, la semaine suivante, t'en mets 23 différents. Et en fait, la gestion d'Hugo Mola et du staff enfin, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Et tu vois aussi que tu fais jouer plein de jeunes. Je pense à ce match à Montpellier, alors qui n'est pas forcément le meilleur exemple et le meilleur adversaire, mais tu mets presque toute ton équipe espoir et tu arrives à gagner. Et on le voit, les espoirs sont champions de France. Tu as des équipes Krabos, Cadet qui sont au niveau. La formation toulousaine, on va pas en reparler, mais franchement, elle est meilleure année après année. Enfin, honnêtement, c'est juste monstrueux. Et en fait, c'est une équipe internationale. C'est une équipe qui pourrait facilement non, qui pourrait intégrer une Coupe du Monde ou un tournoi à destination. Hein. Et je suis persuadé qu'ils terminent pas dernier. Voilà. Mais moi, ça me rappelle en fait, le Stade Toulousain me rappelle les All Blacks des années 2014-2015. Voilà, cette équipe-là qui remporte la Coupe du Monde, qui roule sur l'équipe de France en quart de finale. Ça me rappelle vraiment cette équipe avec des joueurs qui ont une polyvalence incroyable. Les Ramos, les Kinghorn, les Malia, même bon. C'est une équipe qui, dans le jeu, renverse tout. Offensivement, c'est magique. Défensivement, c'est magique. Dans tous les secteurs, c'est très bon. Et c'est une équipe qui, quand elle fait tourner, ne perd pas en qualité. Honnêtement, ça me rappelle vraiment les All Blacks de ces années-là, qui étaient presque invincibles. Donc, non, franchement, saison exemplaire. Ils sont aussi à leur place. Voilà, en fait, on aurait pu créer une catégorie Toulouse et mettre Toulouse. Oui, c'est ça, en fait. Mais deux petits trucs sur Toulouse. Premièrement, c'est une année de Coupe du Monde. Ils ont Antoine Dupont qui part au JO. Tu te dis, ah, peut-être que les joueurs vont être cramés, etc. Non, pas du tout. Hein. Les mecs, ils ont 3 équipes, donc ils te roulent dessus. Et deuxièmement, il y a des gens qui mettaient, j'ai vu des petites réactions après la signature de Movaka, c'était vivement qu'il y ait un salary cap en top 14. Est-ce que c'est une réflexion qu'on peut, qu'on peut émettre? Ah merde, c'est mon chef qui a fait ça, merde. Mon chef, ouais, mon chef, qui passe par là, bonjour David, mais je conteste aussi un peu ça. C'est très compliqué en fait cette question de salary cap. Oui. Moi, je pense surtout qu'il y a une gestion déjà de la formation qui est unique à Toulouse et aussi une gestion du recrutement qui est unique. Tu vas chercher Malia. Honnêtement, bon, ceux qui connaissent un peu les Raguares connaissaient un peu Juan Cruz Malia, mais franchement, ce mec-là, tu le connaissais pas, tu savais pas ce qu'il allait t'apporter. Moi, j'ai été critique avec Malia au départ parce que je me suis dit, j'ai l'impression que c'est un joueur lambda. Mais en fait, ce joueur-là est incroyable. Choco Barres, bon, tu te dis, c'est un bon joueur, ok. Mais franchement, quand tu le vois, il te déçoit jamais. Un mec comme Pita Aki, tu l'as relancé. Enfin, Les mecs qui sont fiables. Hein. évidemment, mais voilà, c'est ça, Blair Kinghorn, évidemment que tu le payes pas en conserve de cassoulet, mais je veux dire, c'est une équipe qui va toujours te chercher des petits coups, qui va prendre des risques, qui va s'appuyer sur sa formation. Et finalement, quand elle veut aller chercher du lourd, comme Nepo Lolala, par exemple, le All Black, bah, ça marche pas. Et donc, bon, non, pour moi, il y a une gestion du recrutement et une gestion de la formation qui est juste exceptionnelle. Et c'est ça qu'il faut retenir. Après, si jamais ils se font épingler par le salary cap, bon, là, peut-être qu'on changera de discours. Bah, c'est surtout un club qui travaille bien, quoi. Au-delà de prendre les meilleurs joueurs et de réussir à les conserver, c'est que derrière, il faut faire une osmose. Parce qu'aligner les stars, c'est bien marrant, mais ça marche pas. Regarde le Racing. Voilà. C'est pour une petite balle. Brian, dis-moi. Et puis, on parle de salary cap, mais faut pas oublier non plus qu'en France, on a une règle sur les joueurs GIF, qu'on appelle les joueurs issus des filières de formation, qu'on impose aux clubs qui sont obligés d'avoir un certain nombre de jeunes joueurs qui sont issus des formations françaises. Toulouse n'en a pas besoin. Hein. Toulouse, tu regardes les 3/4 de l'effectif du Stade Toulousain, ce sont des joueurs français issus des filières de formation en France. Donc, c'est-à-dire que c'est le genre d'équipe qui, d'accord, on peut parler de salary cap, mais ils sont quand même exemplaires en termes de profondeur d'effectifs et de profondeur d'effectifs issus de formation française. Donc, ouais, moi, ça me fait toujours un peu rire de parler de salary cap quand on se souvient de l'époque de Toulon, du RC Toulon, quand il y avait tous ces monstres à Toulon et qu'on était baba devant cette équipe qui était merveilleuse. Hein, attention, aucune critique. Hein. Mais là, quand on arrive à dominer le top 14 avec tous tes joueurs, enfin presque,
tous tes meilleurs joueurs qui sont pris en équipe de France et que tu as quand même derrière que des joueurs français qui viennent et qui sont encore au niveau, moi je trouve qu'il faut leur tirer le chapeau. Après, voilà, je ne connais pas les chiffres du salary cap ni des dépenses du Stade Toulousain, je n'irai pas m'aventurer sur ce chemin-là. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire à ce niveau en France aujourd'hui. Et puis sachez que nous, on met pas de salary cap dans cette émission. Voilà. Je tiens à préciser quand même. Oh non. Oh Non, que non. Faut tirer un grand coup de chapeau aussi, tu l'as dit Thomas, à Hugo Mola et son staff. Ça me fait penser au. Je sais pas si vous avez le reportage de Canal Plus qui est sorti sur les phases finales de l'an passé 2023. Ils ont sorti un long docu Ouais. sur YouTube de 1h30 et on voit tous les discours d'Hugo Mola, etc. C'est quand même assez impressionnant. Et donc voilà, grand coup de chapeau au staff toulousain, qui est un staff qui bosse bien, évidemment. Messieurs, Et surtout, vas-y. je rajouterais une petite ligne sur Hugo Mola. Je pense que beaucoup de supporters toulousains ont oublié sa première saison à Toulouse quand il prend le relais de Guy Novès. Moi, je m'en souviens très bien. La saison est très mauvaise. Elle est très mauvaise. Et franchement, sur cette première saison, Il parle il de y a sauter. un paquet, il y a un paquet de gens qui demandaient sa tête et qui voulaient qu'il soit dégagé. Et en fait, les présidents du Stade Toulousain qui se sont succédés lui ont fait confiance et en fait lui ont donné du temps. Et c'est peut-être aussi ce qui manque à certaines équipes qui, dès lors qu'il y a des mauvais résultats, font sauter le manager. Alors le problème n'est pas forcément le manager. Et là, Hugo Mola a eu du temps. Il a mis ça à sa patte. Il a construit quelque chose. Et finalement, on voit où il en est aujourd'hui. Et c'est dans beaucoup de sports, hein. On laisse de moins en moins de temps aux entraîneurs et aux managers. C'est le problème de beaucoup de sports co. Voilà. Donc c'est souvent le premier fusible, comme on dit. En parlant de manager, il y en a un qui est arrivé cette saison, Christophe Furios du côté de Clermont, messieurs. Alors, je vous montre quelque chose, c'est que j'ai mon classement britannique. Je laisserai Thomas expliquer ce que c'est le classement britannique. Si on prend le classement britannique strict, Clermont est dans le top 6. Voilà. Si on prend le vrai classement, Clermont est 8ème à 1 point du Racing. Qu'est-ce qu'on mange juste cette saison clermontoise, messieurs? Simplement, Thomas, je vais te lancer dessus, allez, sur l'ASM. Mais j'ai À sa presque place. envie de te dire qu'il fallait rajouter une catégorie pas mal, en fait. Je sais pas comment juger ça, mais pour moi, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal parce que c'est une équipe, voilà, avec Christophe Furios qui est arrivé, avec un recrutement un peu bancal, franchement pas terrible. Et en fait, voilà, il est passé par tout. Christophe Furios est passé par tous ses états cette saison avec une équipe qui, franchement, luttait pour le maintien et qui, dans le même temps, en Challenge Cup, a fait un très beau parcours et qui aurait peut-être mérité d'aller plus loin. Et en fait, ce match-là, surtout face aux Sharks en Challenge Cup, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était l'écart ou les demi. Je ne sais plus. Je sais plus si c'était l'équart ou les demi. Non. Ouais, je crois que c'est l'équart aussi. Et en fait, après, ça a tout lancé et cette équipe-là a fini très fort. A fait confiance aussi à pas mal de jeunes qui sont installés. On pense à Baptiste Jauneau qui a été capitaine, à Léon Darry-Carrère. Il y a eu aussi Kylian Tixeron. Il y a eu Yerim Fall qu'on a pu voir au cours de cette saison. Il y a eu des joueurs qui, franchement, ont encore plus explosé ou qu'on a pu redécouvrir, comme Georgie Beria, qui fait peut-être la saison de sa vie et qui partira à Perpignan. Non, honnêtement, Clermont finit fort. Clermont est pas loin de se qualifier. Et compte tenu de son effectif, compte tenu aussi du contexte avec un recrutement qui n'a pas été forcément très bon et l'arrivée de Christophe Furios, moi, je les placerai. Je suis obligé de les mettre à leur place, mais il aurait pu y avoir une catégorie pas mal. Ils perdent des points cons quand même cette saison. Je pense au match contre l'UBB par exemple. C'est celui qui me vient en tête. Je dis, quand c'est peut-être les 2 points qui leur manquent en fin de saison pour aller sur les barrages et faire du coup une saison au-dessus des attentes. Non, Brian. Mais c'est ça, à Oyonnax aussi, où ils font match nul alors qu'ils étaient en forme. Ce match-là, je suis désolé, mais ils doivent le gagner, quoi. Au-dessus des attentes, ce ne serait pas non plus volé comme classement. Effectivement, c'est le genre d'équipe qui passe à quoi? À 1 point, je crois, du top 6 de À la 2 6e place. À 2 points, ouais, voilà. Donc c'est franchement, je trouve ça sévère pour une équipe qui, quand même, a montré de belles performances. Il faut rappeler quand même qu'ils ont perdu leur maître à jouer. J'exagère un peu, mais Penaud, qui était quand même la star de l'effectif et celui qui plantait le plus d'essais dans l'équipe. Ils ont récupéré Christophe Furios, qui sortait d'une saison qui s'est très mal passée à Bordeaux, qui lui a su se remettre en question, à se relancer.
dans un club qui lui aussi n'était pas au top de sa forme. Euh, en prenant tout ça en considération, moi je trouve qu'ils sont au-dessus des attentes. On n'attendait pas ça de Clermont. C'est pas exceptionnel, forcément. Je suis d'accord avec Thomas, il aurait fallu nous donner une catégorie juste pour eux entre les deux, mais c'est pas exceptionnel. Mais ça promet de belles choses pour la suite. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris autant de plaisir devant Clermont. Je suis désolé, c'est peut-être un peu dur, mais euh, c'est une équipe qui est belle à voir jouer et, qui aurait pu jouer le barrage à la place de Toulon, par exemple, qui aurait pu jouer une place de barrage sans problème, et qui aurait pu même le gagner. Après, voilà, il manque des choses. Il manque des choses et on sent que c'est un club qui est en train de, pas de se reconstruire, il est un peu fort, mais de se relancer, du moins, un effectif qui est en train de se relancer. Et pour l'instant, moi, je ne pensais pas que Christophe Furios arriverait à se remettre en question aussi vite et à repartir d'une aussi bonne manière aussi rapidement après cette saison compliquée à l'UBB. Donc, ça présage que des bonnes choses pour la suite. Donc, allez, à sa place, si vous voulez, mais à sa place plus quand même. Mais c'est les détails qui te manquent de passer d'une bonne saison à une très bonne saison. C'est les détails qu'on évoquait juste avant avec le match de Lyon, le match de l'UBB, etc. qui te manquent de ça. Ils ont perdu leur centre d'entraînement aussi, il me semble. Qui a malheureusement été victime d'un incendie, le centre d'entraînement. Donc ça te coupe un peu la chic sur la fin de saison aussi. Mais bon, à sa place plus, ouais, voilà. Allez, on les met premiers de la catégorie à sa place. Comme ça, ils sont bien. Et on peut enchaîner sur les 4 derniers clubs. Et là, je peux vous dire que je pense qu'il y aura des choses à dire. On va commencer par le RCT, le RC Toulon. Messieurs, attention à Toulon, on nous a dit Thomas toute la saison, et finalement, Toulon qui est revenu en deuxième partie de saison d'entre les morts, j'ai envie de dire, après une première partie d'exercice compliqué. Je vais lancer Brian dessus, parce que je sais que Thomas, il a plein de choses sur Toulon, mais comme ça, on va lancer Brian en tout premier sur le RCT. Qu'est-ce que tu penses de cette saison de Toulon qui a finalement réussi à accrocher ce top 6 au prix d'une deuxième partie de saison très forte? Ouais, je pense que s'ils ne sont pas dans le top 6, la saison est catastrophique. Alors, j'y vais un peu fort aussi. Mais il faut, en tout cas, elle est au moins décevante. Elle est au moins décevante parce que c'est un effectif presque de classe mondiale quand même à Toulon. Il faut se rendre compte quand même des joueurs qu'il y a et du potentiel qu'il y a. Et en fait, on est dans la lignée des saisons précédentes, c'est-à-dire sans plus. Voilà, c'est un peu fade, c'est un peu, ça manque de mordant, ça manque de capacité de renverser son adversaire. En fait, ils se sont qualifiés en barrage d'un top 6, mais j'avais l'impression que personne n'y croyait, en fait, et que même s'ils étaient à domicile, personne ne les voyait aller plus loin que les barrages, et encore tout le monde se disait que bon, les barrages, au final, la saison, elle était plutôt réussie. C'est une équipe quand même qui a gagné la petite Coupe d'Europe il n'y a pas si longtemps que ça non plus, donc on était sur une belle lancée. Et je ne vais pas parler des sorties de Pierre Mignoni en conférence de presse et ces sorties médiatiques qui sont un peu qui transmettent en fait un état d'esprit. Ouais, voilà. On a l'impression que dans le club, au sein de l'effectif, je sais pas, mais on a l'impression que c'était pas le top de la forme et ça se voit sur le terrain. Je suis désolé. Encore une fois, le potentiel de cette équipe, c'était bien plus fort que ça. Et ouais, je vais laisser Thomas trancher entre décevant et catastrophique, même si j'ai ma petite idée sur la question. Mais moi, je suis désolé. Encore une fois, s'il ne se qualifie pas dans le top 6, c'est catastrophique, sûr et certain. Et là, c'est au moins décevant. Est-ce qu'on a une image différente s'ils prennent pas s'ils s'écroulent pas contre La Rochelle en barrage, quoi? Parce que tu dis barrage à domicile contre La Rochelle qui est sur courant alternatif, ils peuvent aller en demi, quoi. Oui. Est-ce que quelqu'un croyait qu'il allait aller en demi? Je sais pas. Oui. Oui. Oui, oui, dans les pronos de la causerie, on y croyait. Malheureusement, oui. Il ne faut pas se fier aux pronos de la causerie aussi. Ça, c'est dangereux, quoi. Ça, je pense que les gens l'ont bien compris. Thomas, sur Toulon, je te le laisse. Ouf. On passe de... Oh là là. On est passé un peu par toutes les émotions avec Toulon. C'est-à-dire que d'un côté, tu te dis c'est décevant. D'un autre, tu te dis c'est cata. D'un autre, tu te dis c'est à sa place. D'un autre, tu te dis que c'est bon. Faut pas oublier que ça faisait 6 ans que Toulon n'était pas allé en phase finale de top 14. Donc déjà, il y a cet objectif qui a été atteint. Pierre Mignoni est un nouveau manager à Toulon aussi. Voilà. Et au final, il termine 4e
Ils sont à quoi? Ils sont à 5 points, je pense, 5-6 points de la deuxième place. Affiche ça. Donc, ils sont à 6 points de la deuxième place. Il ne faut pas oublier que le dernier match de la phase régulière, ils font le choix osé, et j'ai pas trop compris ce choix de faire tourner au Stade Français, et au final, ils meurent à pas grand-chose. Et peut-être qu'avec l'équipe type, ça aurait été différent. Et s'ils avaient gagné ce match, ils terminaient deuxième, donc directement en demi. Ça aurait pu changer pas mal de choses. Et puis surtout, Toulon est passé par énormément d'émotions. C'est-à-dire que tu fais un début de championnat qui est pas bon. Tu as énormément de blessés, comme chaque année. Comme chaque année à Toulon et à Lyon, c'est pareil. Je prends toujours ces deux clubs parce que j'ai l'impression que ce sont des jumeaux. Donc, tu as beaucoup de blessés, tu as des internationaux qui manquent, tu as des joueurs qui ne répondent pas ou plus présents. Et en fait, tu te rends compte sur la seconde partie de saison, tu as une équipe qui redémarre une nouvelle dynamique et qui finit fort. Et Toulon a fini fort, voire très fort. Après, moi, j'attendais plus de Toulon en barrage face à La Rochelle. Je ne pensais pas qu'ils allaient craquer de cette façon-là. Je pensais même qu'ils allaient passer parce que la dynamique était vraiment pour eux. Mais je ne sais pas où les classer parce que cette équipe-là, dès qu'elle retrouve toute son équipe, tous ses cadres, et qu'elle est régulière, franchement, je l'ai souvent dit, c'était peut-être la seule équipe qui pouvait contester et contrarier le Stade Toulousain. Donc, je ne sais pas où classer cette équipe. Vraiment, c'est vraiment un vrai casse-tête. Et je ne sais pas, parce que ça fait 6 ans quand même que cette équipe n'arrivait pas à se qualifier. 2200 Pierre joueurs. Mignoni arrive. Et en fait, c'est ça aussi la force de Toulon, c'est qu'en étant peut-être moyen toute la saison, en ayant aussi Baptiste Serin qui s'est blessé à un très mauvais moment, tu arrives quand même à te qualifier et à terminer pas très loin de la deuxième place. Donc, Brian me laissait trancher, mais je ne sais pas si je vais pas vous laisser trancher, parce que là, je n'ai aucune idée de où placer Toulon. Et sincèrement, ce serait peut-être à sa place et au-dessus des attentes. Et je mettrais une catégorie Toulon, en fait. C'est ce que j'allais dire en fait. Chaque tier list, on a notre club où on met une catégorie. Genre, je me souviens en Ligue 2, on a fait la catégorie Amiens. Tu vois, c'est la valeur étalon du championnat. C'est-à-dire que si t'es en dessous, t'es pas bon. Et si t'es au-dessus, t'es meilleur. C'est un peu. Est-ce que Toulon serait pas notre valeur étalon? Mais en début de saison, avant que le championnat commence, où est-ce que t'attends Toulon? En phase finale. Donc, en phase finale, obligé. Moi, c'est dans les 4-3 premiers. 3-4 premiers. Finalement, ils y sont, quoi. C'est même pas dans les 6. Hein. Franchement, moi, je les attends même pas dans les 6. Hein. Ouais, tu donc, pour moi, ils sont dans les cordes. Ça fait partie des cadres historiques du championnat. Donc, oui, moi, je les attends dans les 6. Je les attends dans les 6, sûr et certain. Après, voilà, ils ont terminé dans les 6. Bon, je peux entendre cet argument si tu regardes le classement. Et le classement au niveau des points, bah oui, c'est pas si mauvais que ça. Si vraiment tu n'as pas vu la saison et que tu t'arrêtes au classement, bah, c'est pas si mauvais. Sauf que, en fait, quand tu sais le potentiel de cette équipe et ce qu'il pourrait faire avec ses joueurs, ça reste pour moi décevant. Ça reste pour moi décevant parce que la saison, si tu l'amènes bien, alors ok, je veux bien entendre tout le changement de staff, tout ça, il n'y a pas de souci. Ça fait partie du rugby. Mais si tu l'amènes correctement cette saison, tu finis facile dans le top 6 et pas forcément à jouer les barrages. Pas forcément à jouer les barrages. Donc, ok, je veux bien être un peu plus gentil que je ne l'ai été, mais pour moi, ça reste décevant. Pour moi, ça reste décevant parce que je les attendais à un meilleur niveau que ça. Et nous, la cause, on regarde plus loin que le championnat, donc on va les mettre dans 2 ans. Voilà, comme ça, on a le Racing et Toulon dans 2 ans. Ça me fait plaisir et on enchaîne. Là c'est la saison exemplaire du mal. Le MHR, messieurs, Montpellier, je sais pas par où commencer. Si, on va commencer par un truc. C'est déjà, on va les mettre là, voilà, déjà, premièrement, parce que je pense qu'à mon avis, ils n'ont pas d'autre place que ici. Où est-ce qu'on continue? Je sais pas, une nomination de Barre à la porte, est-ce que quelqu'un l'a compris? La nomination de nouveau staff, la saison, l'extra sportif, le sportif, il n'y a rien qui allait. Honnêtement, je veux dire, regardez où est-ce qu'ils finissent, quoi. Je veux dire, à un moment donné. Thomas, je te laisse. Je vous laisse sur Montpellier, démerdez-vous. Je vous donne la patate chaude. Voilà, faites ce que vous voulez. Je sais pas si Brian, tu veux y aller, toi. Je sais pas. Ouais, je vais faire rapide. Montpellier, oui, c'est catastrophique. Oui, il s'est passé plein de choses autour du club qui a pu perturber forcément cet effectif parce que pour moi, l'un va avec l'autre.
Après, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse quand quand t'as un champion du monde dans ton effectif, quand t'as des joueurs encore une fois, de classe mondiale à tous les postes. Voilà, Montpellier. Bon, C'est la voilà, ils faute sont en finale il n'y a professionnelle. pas si longtemps que ça. Une faute Faut pas non plus professionnelle. l'oublier. Hein? C'est une faute professionnelle, la saison. Ouais. C'est une faute professionnelle parce que tu joues les barrages et que tu es à deux doigts d'être relégué en Pro Mais D2 ça et passe pas loin, hein, quand même. euh, ben oui, justement, tu es à deux doigts d'être relégué de Pro D2, donc oui, tu dois pas du tout te situer là. Je dis pas qu'ils doivent jouer les phases finales non plus, faut pas rêver, mais tu dois être dans le ventre mou du championnat. Voilà, on n'en attend pas plus que toi vu les dernières saisons. Donc voilà, mais être dans la zone rouge, être dernier, À une pénalité, non, quoi. Je passe à une pénalité limite de descendre. oui, non, mais c'est catastrophique. Et puis même, quand tu vois que tu perds face à l'équipe C de Toulouse, qui est, attention, hein, qui est très, très qualitative, il n'y a aucun souci sur ça. Pardon, mais tu veux montrer notre visage. Et je n'ai pas regardé les stades, mais à quand remonte le dernier barrage de Montpellier pour jouer une descente en Pro D2, je ne sais même pas si c'est déjà arrivé. Donc, voilà, non, je vais laisser Thomas continuer, mais au catastrophique, et même si tu avais une petite catégorie en dessous de catastrophique, on aurait pu les placer. Bon, Quoi. bah là, oui, je vais m'orienter si tu veux. Mais là, ça aurait été si t'es descendu. Juste des stats, 44 points, 13e du championnat, 13e équipe à domicile, 11e équipe à l'extérieur. Voilà, c'est pour les petites stats de trucs. Thomas, vas-y, je te laisse sur Montpellier. Ton ressenti sur cette magnifique saison. C'est nul de A à Y, quoi. Et si tu veux, c'est une équipe qui. J'enlève le Z parce que peut-être qu'elle a trouvé les ressources pour faire le dos rond par rapport à tout et battre Grenoble, ce qui n'était pas chose facile. Moi, ma première pensée, c'est les supporters de Montpellier. Franchement, Ah, c'est toujours les premiers qui trinquent. ils mériteraient que. Bah ouais, non, mais ils mériteraient que le club leur rembourse les abonnements. Franchement, qu'est-ce que c'est que cette saison ignoble, en fait. Ignoble, parce que je rejoins Brian, c'est une équipe que je mettais absolument pas dans le top 6. Mais jamais à cette place-là. C'est une équipe qui, pour moi, a un effectif limité. Il faut pas. C'est bon, on va pas faire. On n'est pas dans le monde des bisounours. On va pas se dire, oh, tiens, il y a lui, il y a lui, il y a lui. C'est une équipe internationale qui peut viser le titre. Non, absolument pas. Quand on regarde la profondeur d'effectif de cette équipe, ben, franchement, c'est moyen. C'est franchement moyen. Le recrutement a été nul. En interne, c'est le bordel. Tu fais venir tout un tas d'Avengers, tu fais du bricolage, tu vas chercher tous les entraîneurs libres sur le marché. Alors et voilà, ça a créé un électrochoc sur les 4 premiers matchs. Tu te dis bravo. Au final, non. En début de saison, tu veux faire d'une équipe, tu veux, comment dire, tu veux pratiquer un jeu presque à la sud-africaine, alors que tu n'as absolument aucun joueur avec ce profil-là. Si, allez, Willem C, à la rigueur, Tyler Duguid, peut-être. Mais franchement, le jeu pratiqué en début de saison par Montpellier et qui est finalement resté le même, hein, ben, il est moche. Il est moche parce que il te manque de la puissance. Tu as des joueurs offensifs. Moi, je pense à Reynac et Carbonel qui sont des joueurs ultra offensifs. Mais si tu leur colles un système de jeu qui est contraire à leur profil, ben, ces mecs-là, ils vont se noyer. Donc tout le monde a tapé sur Carbonel, mais en même temps, vu le naufrage que c'est autour, c'est normal. Derrière, tu as des joueurs qui ne sont pas au niveau, je suis désolé, des Ngandebe, Ben Lam, tu le sors, tu le re-rentres, tu sais pas quoi en faire. Le cas d'Arthur Vincent aussi, qui était proche de l'équipe de France, donc qui a été appelé pour la tournée, mais finalement, ben, c'est pas le leader que tu attends. Et finalement, ton meilleur joueur, c'est presque Auguste Cadeau que tu vas chercher en Pro D2 à Biarritz. Non, franchement, la saison il a de l'habitude, Montpellier, hein. elle est très mauvaise. Vu la gueulation de Biarritz, Ah ouais, mais il passe d'un Bourbier à un autre. oui, oui, c'est sûr. Mais la saison, elle est catastrophique, mais c'est vraiment de la faute de tous les dirigeants. Franchement, le recrutement est raté, tout est raté. Le système de jeu, ce que tu veux mettre en place, ben, c'est pas bon. Voilà, tout simplement. Et franchement, voilà, je sais pas. Il y a tellement de choses à dire sur cette équipe que ben, finalement, je sais même plus quoi dire en fait. Et puis surtout, quand tu vois en plus que c'est une équipe
Enfin, c'est un club qui va chercher, je suis désolé, mais des repris de justice, des Mohamed Awas, des Wilfried Montpatin, ça, je sais que c'est un autre sujet, des Stuart Hogg. Et Je c'est sais parce que que ça va c'est avec un autre l'image. sujet, C'est avec l'image de ton club qui mais est mauvaise. ça va avec l'image, et c'est ça, et c'est pour ça que j'ai vraiment une pensée pour les supporters parce que franchement, c'est presque du foutage de gueule, et tu te demandes, mais est-ce que ce club fait exprès, en fait? Il y a du football club des Girondins de Bordeaux dans ce Montpellier, ça me régale. Et c'est pas une bonne comparaison en ce moment, je vous le dis. Bon, on va finir sur Montpellier, on va enchaîner avec La Rochelle. La Rochelle, saison longue aussi, parce que saison de... J'ai envie de dire, qui commençait pas bien, qui a fini finalement pas trop mal. T'arrives à te hisser en demi-finale. T'es presque finalement, tu te tiens tête à Toulouse sur une partie de cette demi. Tu sens qu'on le disait, c'est peut-être une fin de cycle à La Rochelle. Les joueurs semblaient un peu quand même un peu cramés sur certains aspects. Et certains internationaux, ils ont enchaîné Coupe du Monde. T'as eu des blessés. Bon, ça a été long, mais ça a été un peu de... C'est passé du tout au tout en fait avec La Rochelle. Thomas, sur cette saison-là, comment tu les juges elle est forcément décevante parce que tu sors d'un double titre en Europe, en Champions Cup plutôt, et tu sors d'une finale l'an passé perdue à 1-rien contre le Stade Toulousain, et là, bon, t'as l'impression qu'ils n'ont jamais pu accrocher ne serait-ce qu'une partie de ce niveau-là, quoi. Elle est décevante, mais bon, t'arrives à faire un parcours honorable en Champions Cup. Tu perds en demi-finale face au Stade Toulousain dans un match où finalement tu passes pas très loin et le score est lourd, avec, on le rappelle, 2 cartons rouges qui ont franchement tout changé. Le début de saison, il est pas bon, le milieu de saison, il est pas bon, et finalement, la fin de saison, elle est bonne. Elle est bonne, franchement. Alors, c'est sûr, le dernier match de la phase régulière, il le gagne face au Racing. Bon, c'était vraiment pas terrible. Mais franchement, après, ils ont élevé leur niveau de jeu, et nous, on s'était dit, mais il faut faire quand même attention à cette équipe en phase finale, parce qu'elle a de l'expérience et parce que elle peut se réveiller. Et franchement, là aussi, chapeau aux joueurs et au staff, parce que malgré là aussi un recrutement qui n'a pas été forcément réussi, à part Judicaël Cancorier, qui a franchement été monstrueux sur cette saison, tu as fait jouer, oui, effectivement, tu disais peut-être, senti à un moment donné, tu disais, mais c'était peut-être une équipe qui subissait la saison dernière, qui avait encore la saison dernière dans les jambes. Et finalement, c'est une équipe qui a réussi et qui a trouvé des ressources pour se qualifier en phase finale, perdre en demi-finale face aux futurs champions. Donc, c'est compliqué. Tu as presque envie de dire à sa place, mais tu te dis c'est pas mal. Et à la fois, tu te dis c'est quand même décevant parce que cette équipe-là doit faire presque une finale au minimum. Mais c'est compliqué aussi de juger La Rochelle. Franchement, c'est très compliqué. Ah, t'es d'accord avec ça, La Rochelle, décevant? Ouais, c'est très difficile parce que si tu regardes juste, si tu regardes pas les matchs, si tu regardes juste les résultats, j'ai envie de dire une demi-finale, je crois que c'est le 5e, 4e ou 5e du championnat, bon, ils sont à leur place. Ils sont à leur place vu ce qu'ils ont démontré. Sauf que, justement, vu ce qu'ils ont démontré, c'est décevant. C'est décevant dans le sens où ils sont quand même champions d'Europe. Qui sortent la deuxième meilleure équipe d'Europe, le Leinster, en finale. Donc, t'attends quand même beaucoup plus d'une équipe comme ça. Comme l'a dit Thomas, t'attends d'eux une finale, tout simplement, une finale. Et bon, après, ils n'ont pas eu de chance. Ils sont tombés en demi face à Toulouse. Donc, forcément, c'est compliqué d'aller en finale. Mais non, l'effectif est quasiment le même que lorsqu'ils ont remporté le trophée de Champions Club. Donc, il n'y a pas vraiment d'excuses. C'est ça qui est dommage et c'est ça qui est un petit peu incompréhensible. C'est que ils auraient dû être dans la même lignée. Voilà, ils auraient dû presque tout écraser sur leur passage. Je dis bien presque, c'est pas Toulouse non plus. Mais la dynamique du Stade Rochelais depuis quelques temps, quand même, c'est une équipe ultra dominante. Et on l'a vu, elle n'a pas toujours dominé, elle a gagné un match sur deux presque et à se qualifier dans le top 6 laborieusement. Voilà, ils ont failli ne pas y être, quoi. Donc, ouais, c'est décevant, mais pareil, comme disait Thomas, c'est une équipe qui est capable de trouver les ressources pour se relancer à n'importe quel moment. Ils l'ont montré à la fin du championnat. Donc, j'ai très peu de doutes sur le fait que la saison prochaine, il faudra compter sur le Stade Rochelais pour la finale du championnat. Ça, pour moi, c'est sûr. Question chiante, est-ce que c'était une fin de cycle à La Rochelle cette saison? Mm. Non.
Non, On se pose un peu la non, question, par contre. je pense pas. Je pense on peut encore compter sur pas mal de joueurs de l'effectif. Pas tous, bien sûr. Il y en a qui commencent à être un peu âgés. Non, encore une fois, ils sont sur leur lancée. Pour moi, ils n'ont pas terminé leur lancée. Ils ont encore le même effectif que lorsqu'ils étaient champions. Et je ne vois pas pourquoi, avec le même sélectionneur, avec le même manager, pardon, je ne vois pas pourquoi ça sombrerait et pourquoi ils seraient sur une fin de cycle. Après, attention, voilà, il ne faut pas prendre cette saison comme une saison sur laquelle il faut se baser pour la saison prochaine. Ça, ce serait le risque. Mais je pense qu'ils vont remonter, vont ressortir la tête de l'eau, en tout cas. Thomas, tu penses que c'est une fin de cycle à La Rochelle ou t'alignes sur Brian? Bah, Dur à dire. d'après le staff, c'est pas une fin de cycle puisque enfin, pour le moment, tu n'as recruté qu'un seul joueur, c'est Kane Douglas. Donc, et tu continues de prolonger tes cadres et tes joueurs. Donc, selon eux, c'est pas une fin de cycle. Après, aussi, on a vu que, d'après moi, non plus. Je pense que ces joueurs-là avaient peut-être besoin de repos. Peut-être que il y a un plan de jeu qui finalement n'a pas forcément fonctionné tout au long de la saison. Et on a aussi vu, on en a déjà parlé, mais on a aussi vu des jeunes qui peuvent entrer dans cette rotation, amener un peu de fraîcheur. On pense à Oscar Gégou, Louis Pinverne, des garçons comme Kadouri aussi, comme j'ai perdu son nom, mais il y a Denis Voukou aussi qui part avec l'équipe de France pour la tournée d'été. Donc voilà, tu intègres aussi petit à petit des jeunes. Il y a Hugo Ross qu'on attend, ou Ali Bosmorin. Donc c'est pas forcément une fin de cycle, mais je pense que euh, La Rochelle avait besoin aussi de retrouver peut-être un autre plan de jeu, d'autres méthodes. Et en tout cas, on a vu que ce qui fonctionnait en phase finale, c'est d'envoyer du jeu. On a vu à Toulon, ils ont envoyé du jeu, ils ont pratiqué un jeu qu'ils n'ont pas fait cette saison, et ça a fonctionné. Eh bien, c'est parfait. Passons au dernier club. Voilà, 1h11 déjà. On est en train de parler de top 14, qu'on fait le bilan de cette fin de saison. On espère que ça vous plaît. Et on va passer donc au dernier club, l'Union Bordeaux-Bègles, messieurs. Finaliste top 14 pour la première fois de son histoire depuis la fusion des deux en 2007, si je dis pas de conneries. Et finalement, cette finale qui se solde par une défaite 59-3, plus gros écart de l'histoire des finales de top 14. Donc déjà, ça pose le bilan. Mais malgré tout, quand même, est-ce que malheureusement cette finale va pas ternir un peu l'image de l'UBB, Thomas, de cette saison de l'Union Bordeaux-Bègles, qui reste une très très belle saison quand même, malgré tout ça. Oh non, non, je pense pas. En fait, j'en ai toujours pas parlé. Bon, je sais que je suis pas objectif avec ça, mais ce match de Bordeaux face à Toulouse, ça me rappelle le match de Dax à Grenoble en Je barrage. vois ce que tu veux dire. On en prend Il était obligé de placer 50 Dax. ou 60. J'ai arrêté de regarder le tableau d'affichage parce que ça défilait très vite. Mais c'est à peu près le même match. J'ai trouvé des joueurs qui physiquement n'y étaient plus. Ouais. C'était le match de trop au pire des moments. Et en fait, c'est ça, c'est que Bordeaux n'y était pas. Voilà, clairement, c'est Bordeaux n'a rien pu faire. C'était Toulouse qui était trop fort et Bordeaux qui était trop absent. On va pas revenir sur la finale, mais je suis pas sûr que ça vienne voilà ternir tout un travail et toute une saison. Comme tu l'as dit, c'est historique ce qu'ils ont fait quand même dans l'histoire de l'entité UBB. Et puis, on a quand même eu de belles choses. C'est-à-dire que c'est pas tout d'avoir un recrutement. On le sait, il y avait des ambitions affichées qui étaient claires. Mais c'est pas tout d'avoir des ambitions. Tu as des clubs qui vont recruter du lourd, et on l'a vu, et au final, ça ne fonctionne pas. Là, tu recrutes du lourd, ça a fonctionné. Ils arrivent quand même à faire des finales. Après, sur le contenu, bien sûr que enfin, il y a des choses qui sont perfectibles. L'UBB à l'extérieur, l'UBB sans Lucu Jalibert, le manque de profondeur d'effectifs, évidemment. Mais ça reste une très bonne saison pour l'UBB et qui va maintenant, qui a maintenant passé un cap et qui maintenant n'a plus d'excuses et n'est plus un petit poussé ou une équipe qui n'a plus d'expérience à phase finale. Maintenant, c'est une équipe qui doit jouer le titre et dans les deux championnats. Et dans les deux championnats, est-ce que cette finale peut pas rester dans les têtes un peu là, pour l'an prochain? Est-ce que tu te dis, est-ce qu'ils peuvent être encore perturbés par... Et bon, il faut la prendre quand même dans la gueule celle-là. Hein. Une belle claque. Ouais, bien sûr, mais ça fait aussi partie de l'apprentissage. Ça fait très mal.
Je préfère à la rigueur m'appuyer sur une branlée que peut-être sur une victoire en fait, parce que une victoire t'apprends pas grand-chose, alors que sur une défaite ou une lourde défaite t'apprends beaucoup. Voilà, là on l'a vu, il y avait très peu de joueurs qui avaient joué une finale. Je crois qu'il y avait Tameifuna et Penaud. Je crois qu'il n'y était que deux dans le 15 de départ. Il y en a probablement un que j'oublie, je sais pas. Mais en tout cas, t'en avais deux. Donc, t'avais des jeunes joueurs, Bielbiarré, De Porter, évidemment. T'avais des joueurs que tu as découverts cette saison, comme Tatafou, par exemple. Donc, voilà, c'est des joueurs qui sont en apprentissage. On va voir s'ils vont digérer, mais je pense que ça doit rester dans les têtes. Il faut que ça reste dans les têtes, mais il va falloir basculer et vite changer les choses, parce que tu peux pas rester sur ça et rester bloqué sur ça. Tu peux pas. Brian, l'UBB a changé de statut du coup cette saison. Oui, le bébé a changé Oui. de statut. Alors, on entend beaucoup la communication du club, beaucoup de gens dire que c'est une saison exemplaire parce que ils se sont hissés jusqu'en finale. D'accord, mais moi je pense que jouer la finale quand ça fait 3 ans que tu perds en demi-finale, je pense que tu es à ta place. Au moins cette saison, tu es à ta place. Néanmoins, je les mettrai quand même au-dessus des attentes parce que forcément c'est la première fois de l'histoire. C'est voilà, c'est historique, c'est un grand pas fait pour le club. Euh, Après, je pense que cette déculottée historique ne va pas entacher la saison prochaine. Le seul problème, c'est que je pense qu'il va falloir compter sur l'UBB pour jouer les prochaines phases finales durant les prochaines années, comme La Rochelle. C'est un club qui s'installe dans le haut du tableau. Et j'ai peur que s'il retombe en finale, par exemple l'année prochaine, UBB Stade Toulousain, j'ai peur qu'il y ait des fantômes qui restent un peu dans la tête et que ça s'efface pas aussi vite que ça. Parce que là, c'est pas une simple défaite, c'est quand même la défaite avec le plus gros écart de points. Donc, il ne t'efface pas aussi facilement une défaite comme ça en finale. Après, voilà, le reste de la saison, par contre, bon, c'est loin d'être parfait non plus. Hein. Il manque de C'est profondeur bon, d'effectif. très bon. Ouais, non, mais c'est une très bonne saison. Mais il y a quand même un effectif sur certains matchs où on n'a pas vu les lignes arrière, hein, par exemple en finale. Donc, tu as des joueurs qui étaient censés t'apporter énormément, qui t'ont apporté énormément sur certains matchs, mais qui ont peut-être déçu sur certaines rencontres ou qu'on attendait un peu plus. Alors, il y a également le fait que Bordeaux n'a pas la même profondeur de banc que Toulouse. Hein. Ils ont pas utilisé 58 joueurs au cours de la saison. Donc, ça a aussi joué sur les Bielbiarré, sur les Penaud, sur les Jalibert. Voilà, on a beaucoup tiré sur la corde. Voilà. Est-ce que c'était pas un peu trop aussi? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu garder les Madoche Tamboué voilà, pour faire tourner un Ah, peu ça, les c'est mon lignes regret. arrière? Qu'est-ce que j'aime Madoche Tamboué. Voilà. Dommage qu'il parte. Mais c'est pas un gif, c'est pas un gif. On en revient à ce qu'on Ouais. disait tout à l'heure. Et j'avais une Cette question fameuse sur les règle. gifs. Quand t'as un gif de moins, etc., c'est pénalité de points ou c'est pénalité de thunes? Non, c'est une amende. Oui, ça. Thomas, dis-moi si je me trompe, mais je crois que c'est une amende. C'est ça? C'est une amende, mais je crois que ça peut déboucher aussi sur Ouais, des pénalité de retraits points. de points. S'il y en a trop. Il me semble aussi, ouais. Ouais, mais ça vaut ouais, pas le oui, coup. oui. Mais je veux dire, Ça ça vaut pas valait, le coup ça valait du pas le tout. coup de garder Tamboué qui t'apprend une amende, quoi. Non, Mais non, je crois que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre cette excuse de GIF pour Tamboué. Et c'est pareil pour Moustin. Le jeune Moustin, c'est peut-être le joueur le plus prometteur que tu as. Au final, il part à Montpellier. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi et comment, en sachant qu'en plus, il y aura des échéances internationales. Donc, tu peux imaginer que les Penaud et les Bielbiarré vont partir. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre. Et puis, tu gardes un joueur comme Ben Tapouaï, par exemple, plutôt que Tamboué. Pourquoi? Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors après, on verra, mais les UBB et Montpellier vont être intéressants à regarder. Mais il faut savoir aussi que l'UBB a recruté le jeune ailier français de Enzo Rebier, qui est un joueur aussi très intéressant et prometteur. C'est une belle recrue. Mais je pense que oui, beaucoup vont recruter Madoche Tamboué et je suis le deuxième derrière Brian. Eh bien, on est parfait, messieurs. Voilà, si la tier list finale. Saison exemplaire pour Toulouse, au-dessus des attentes pour Stade français, l'USAP et l'UBB. Décevante pour le Racing, Toulon et La Rochelle. Et catastrophique pour le Loup et Montpellier. Est-ce que vous voyez des choses à peut-être rééquilibrer à la fin de cette tier list quand vous voyez ça, ou vous êtes d'accord sur ce qu'on a fait là?
On va laisser ça, mais par contre, tu diras aux gens de ne pas juger sur la couverture du livre et de lire, écouter et analyser parce que on sait comment ça se passe. Les gens vont voir décevant Toulon, La Rochelle, surtout qu'il y a quand même de belles communautés là-bas. On est un peu On provocateur. va prendre des tirs alors que Ah, les mais gens ça- n'ont pas écouté. Voilà. Donc, Non, ça va, les gens écoutent parce que tu vois, on a fait la Ligue 1, Ligue 2, on a mis des tirs à certains clubs et tout. Et ça a été bien reçu parce que les gens écoutent. Voilà. Donc, Après, si je peux juste rajouter un truc, c'est qu'on est quand même exigeant envers les clubs oui. parce que c'est du top 14, c'est le championnat pour moi, le plus élevé du monde. Et forcément, on attend pas la perfection, mais pas loin de tous ces clubs qui ont l'image de la France et qui montrent l'image de la France au niveau international. Donc voilà, on est obligé d'être un peu difficile. Ça reste quand même les 14 meilleurs clubs de France et qui ont quand même un niveau exceptionnel. Donc, il faut quand même pas l'oublier. Pour moi, le top 14, c'est le meilleur championnat du monde. Après, les gens râleront sur la miniature quand je mettrai Toulouse dans la catégorie à sa place pour faire venir un peu les clics. Ça, c'est différent. Je prends pour- C'est ça, pour faire. Voilà. Bon, messieurs, on a terminé ça. Ça fait 1h20 qu'on discute de ça, donc c'était un plaisir. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner, liker si vous avez aimé cette tier list. Le top 14, je crois qu'on a 2-3 peut-être vidéos qu'on fera pendant l'été à droite à gauche en attendant la reprise de la saison. La prochaine grosse vidéo de rugby sera les pros de la saison, évidemment, de top 14. Peut-être qu'on parlera un mot de Pro D2. J'ai envie de dire, si cette vidéo fonctionne et que les gens aiment ça, on pourrait faire la même pour la Pro D2. Voilà, peut-être. Comme on a fait pour la Ligue 2 avec Melvin pour le foot. Donc on verra ça. Mais ça, c'est uniquement si les gens le veulent. C'est pour ça. En attendant, nous, on va se laisser. Messieurs, merci beaucoup d'avoir fait cette tier list. C'était très sympathique de vous écouter, parce que moi, j'ai juste écouté. Pour le coup, j'ai pas trop ouvert ma gueule. Donc c'est bien aussi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!